de mieux exercer leurs activités agricoles à travers le maraîchage en zone urbaine. Autant de questions soulevées qui ont reçu une oreille attentive de la part du président de la République Macky Sall, qui s'est engagé à soutenir la communauté lébou pour leur assurer un mieux-être. Cette délégation est essentiellement composée de leaders de la collectivité lébou représentant 21 villages de Diender, 36 villages de Kormousse, 19 villages de Bambilor. À noter également la présence de Babacar Mbeng, grand Ndédiré de Ngor, Yoff, Wakam et Dakar. Sans oublier Tafsir Mamadou Diouf qui a représenté Bargny, Rufisque, Yen et Sendou. Tous ont décidé de soutenir le président de la République Macky Sall dans l'édification d'un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. Campagne de commercialisation de l'arachide 2016-2017. Les résultats obtenus pour le moment donnent une satisfaction aux producteurs et aux opérateurs. Plus de 100 000 tonnes sont collectées à la 10e semaine contre 46 652 tonnes, 52 000 tonnes l'année dernière. Le niveau de financement et le paiement des crédits dus aux opérateurs est appréciable. À plus d'un titre, ce bilan à mi-parcours a été dressé lors de la traditionnelle réunion de suivi de la campagne. Pendaboa. La réunion de suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide reprend ses droits et s'est tenue comme d'habitude à cette veille de conseil des ministres. À l'entame de la rencontre, le ministre donne directement la parole aux acteurs qui apprécient. Nous sommes sur une bonne tendance parce que de toute façon les huiliers ont ont doublé pratiquement ce qu'ils avaient eu l'année dernière et dans des conditions disons les meilleures. Les opérateurs sont très satisfaits parce que les paiements, non seulement les réceptions ont été très rapides, ça ne dépasse pas je crois les 24 heures, mais les paiements aussi de la même manière. Je crois qu'aucun paiement pratiquement n'a dépassé les 24 heures. Nous avons un total de 108 000 tonnes et nous allons peut-être atteindre les 110 000 tonnes. Donc plus que doublé, l'année dernière nous étions à 46 000 tonnes. Donc ce qui veut dire qu'ils ont plus que doublé les quantités qui ont été reçues l'année dernière. C'est une satisfaction pour nous. Donc je pense qu'on devrait peut-être à ce niveau revoir à la hausse nos ambitions. Même si dans le PSE, l'objectif était de 1 million de tonnes avec 100 000 tonnes d'exportation. Je pense que les faits sont en train de nous montrer que la demande, en tout cas, va plus vite que les objectifs qui ont été fixés. Autre bon point, le niveau de paiement des dettes dues aux opérateurs. Ajouté à cela, l'absence de bons impayés. Li doon jafe-jafe démb mooy usines yi oto yi taxaw fa lu yàgg duñu décharge te loolu amul ren. La doon jafe-jafe démb mooy usine bi jël gerte gi ca du ko fay. Wala bala koo fay mu yàgg loolu amul ren usine bi mi ngi fay ci 48 heures kon loolu avancé la bu baax a baax loolu kon ñu ngi ci sant Yàlla. Par rapport à l'année dernière, nous avons connu beaucoup d'avancées au plan du financement. Les acteurs ont reconnu effectivement que les huiliers ont payé presque à la réception, que 24-48 heures au maximum. Les règlements ont été faits. Au plan du financement aussi, je crois que nous avons pu nous mobiliser. En tout cas, la banque a mis 5 milliards pour Sonacos, a aussi mobilisé 3-4 milliards pour les opérateurs pour accompagner les opérations de collecte. Reste à régler la question du financement des semences et nous y travaillons. Lors de cette réunion, M. le ministre a laissé entendre qu'on tend graduellement vers les semences certifiées, gage d'une agriculture durable et compétitive. Par rapport à cela, on est complètement en phase avec le ministre. Ça a été, comme l'a dit Elaginias, un combat qu'on a mené depuis plusieurs années. Une rencontre qui s'est terminée sur une note d'espoir à l'endroit des opérateurs. Ces derniers, selon les services compétents, vont recevoir bientôt le reliquat des 21 milliards qui leur sont dus. À ce jour, 8 milliards ont été déjà payés, 7 milliards 5 en cours d'engagement, à 4 milliards déjà dans les caisses du Trésor et 1 milliard 8 pas encore engagés. Et puis cette tournée du ministre de l'élevage et des productions animales à Dakar et sa banlieue, Aminata Mbengue Ndiaye, a échangé avec les acteurs sur les projets et programmes en cours, une démarche qui vise à favoriser un consensus sur les priorités de l'heure. Ousmane Doya. Donner un élan nouveau à l'élevage au Sénégal, inspirer une nouvelle dynamique qui mettra les acteurs du secteur à l'aise, partager les projets et programmes du secteur, voilà les nouvelles tendances du secteur de l'élevage au Sénégal. Madame Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l'élevage, est descendue sur le terrain pour s'imprégner des réalités sur place. C'est tout le ministère de l'élevage m'a déplacé au Nyofi
Sur le terrain, les acteurs se félicitent de la proximité prônée par le ministre. Après les sites de Dakar, cap sur la banlieue dakaroise, nous sommes ici à Wakhinane Nimzatt. La ministre Aminata Mbengue Ndiaye est accueillie par le premier magistrat de la ville, Racine Talla. Les femmes qui font sur la production de cuirs et peaux ont étaler leurs doléances, mais aussi se félicitent de cette visite de proximité qui, pour elles, annonce des lendemains meilleurs. Le seul produit qui est exporté dans le secteur de l'élevage et qui nous vaut une entrée de devises, c'est les cuirs et peaux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un nouveau texte qui a été élaboré, qui a été un décret a été adopté, signé par le chef de l'État, pour améliorer les conditions de travail de ces femmes tanneuses, mais également pour être aux normes internationales. Parce qu'il y a une transformation que nous devons faire de nos produits si nous voulons avoir de la plus-value. Et aujourd'hui, nous avons pu nous rendre compte que nos produits sont vendus même en Europe. Cela signifie que nous répondons aux normes qui sont établies au niveau de l'Union européenne, mais également au niveau d'autres pays comme l'Asie et peut-être même demain les États-Unis particulièrement. Donc je voudrais vraiment me réjouir du travail remarquable qui est en train d'être exécuté par ces femmes. Elles sont déjà dans l'émergence. Parce que le secteur qu'elles ont choisi est un secteur difficile. C'est un secteur qui apporte des devises à notre pays. C'est une volonté politique également que de s'investir dans cette territorialisation des politiques publiques. Ce n'est pas nous qui avons demandé à M. Talla d'apporter un appui aux femmes pour leur permettre d'avancer dans leurs activités. C'est lui-même qui a estimé qu'il a des femmes dynamiques au niveau de la commune de Wakhinane Nimzatt et il est venu leur apporter son soutien. Je voudrais donc les remercier très chaleureusement, les encourager et vivre l'émergence. Après la production de cuirs et peaux à Wakhinane Nimzatt, cap sur le département de Pékin. Ici, il s'agit de l'élevage des porcs. Ceux qui sont dans le secteur se sont aussi beaucoup félicités de la démarche du ministre. Ils diront dans leur discours que pour une première, ils se sentent impliqués dans le développement du secteur de l'élevage. À la fin de la visite, un bilan satisfaisant a été tiré. Aminata Mbengue Ndiaye s'est beaucoup félicitée de l'engagement des acteurs du secteur. Elle dira qu'elle fera le maximum pour que l'élevage au Sénégal soit un pan important pour le développement économique du Sénégal. La 6e édition de la commission mixte permanente entre le Sénégal et la Wallonie s'est tenue ce matin au ministère des Affaires étrangères. L'administratrice de la Wallonie-Bruxelles internationale, Pascale Delcourt-Minette, a fortement salué le partenariat entre les deux pays et s'engage à travailler pour la consolidation des acquis dans la coopération. Entre le Sénégal et la Wallonie, le partenariat est fécond et dynamique. Selon les participants à cette rencontre, plusieurs domaines d'intervention sont identifiés et des jalons importants posés. Il faut dire que ce partenariat est pour le Sénégal l'un des plus fructueux, des plus pragmatiques en termes de pertinence des projets mis en œuvre ainsi que de résultats obtenus sur le terrain. Ces domaines d'intervention prioritaires ont pour nom l'entrepreneuriat féminin, le soutien à la protection de l'enfance, l'éducation et la formation professionnelle et enfin la culture. Avec le Sénégal, une relation vraiment privilégiée parmi nos 9 pays partenaires de coopération. Et c'est ici la 6e commission mixte que nous tenons avec le Sénégal, sur base vraiment d'axes de coopération que nous avons définis comme étant prioritaires. Donc c'est toute la filière agroalimentaire et l'entrepreneuriat féminin, c'est toute l'éducation, la formation professionnelle et puis la coopération culturelle. Cette visite de l'administratrice générale de la Wallonie-Bruxelles internationale va permettre de booster davantage cette coopération, surtout avec les petites et moyennes entreprises. Je pense notamment au secteur ICT, au secteur du développement des smart cities, les villes intelligentes. Je pense aussi au secteur ferroviaire. Nous avons aussi un savoir-faire qui se développe, qui est déjà mis en œuvre ici au Sénégal, mais qui pourrait être renforcé. L'intérêt de ces coopérations, c'est que nous avons tous les deux, aussi bien au Sénégal qu'au niveau de la Wallonie, des tissus d'entreprises composés de petites entreprises, de petites unités, et donc qui peuvent mieux se comprendre, qui peuvent travailler ensemble parce qu'elles ont la souplesse pour le faire. Le Sénégal reste ainsi un partenaire privilégié et respecté par la Wallonie qui compte cheminer côte à côte avec notre pays pour le bien de la coopération économique.
Le premier forum économique entre le Sénégal et la Palestine s'est ouvert ce mercredi à Dakar, une initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar en partenariat avec le bureau économique de l'ambassade de Palestine. Une rencontre dans l'optique de promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Pabouna Tchawa. Cette signature d'accord de partenariat entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar et l'Union des industries alimentaires palestiniennes est le point d'orgue d'une rencontre historique. Le premier forum économique palestino-sénégalais, un moment important dans l'approfondissement de la coopération économique entre les deux pays. C'est aussi un signe de reconnaissance et de gratitude à ce peuple géant du Sénégal et à son État sénégalais. Donc nous sommes là pour concrétiser quelque chose. Nous ne serons pas de retour les mains vides. Donc nous devons clôturer avec des propositions pratiques et pouvoir la réaliser ensemble. Nous sommes là pour les épauler, pour les aider, afin que ces projets voient le jour et que le drapeau palestinien, le drapeau sénégalais, l'olivier qui symbolise la Palestine, le baobab qui symbolise le Sénégal, soit une fusion. C'est une histoire de mariage. On n'est plus dans les fiançailles maintenant. On veut faire des enfants. Dans plusieurs secteurs, il existe des terreaux de coopération à exploiter entre les deux pays, des échanges mutuels en perspective qui seront appuyés par l'État. Une fois que nous aurons un nombre critique d'entreprises palestiniennes qui se seront implantées et vice-versa d'entreprises sénégalaises qui se seront implantées en Palestine, une fois que le niveau des échanges sera jugé assez satisfaisant, nous allons travailler à viabiliser tous ces acquis. Je pense que c'est la feuille de route que nous nous sommes donnée à l'issue de ce premier panel. Des hommes d'affaires palestiniens spécialisés dans divers secteurs d'activité ont pris part à ce forum. Ils se sont montrés satisfaits de pouvoir rencontrer leurs homologues sénégalais pour aller ensemble vers un partenariat gagnant-gagnant qui va aussi fortement renforcer les liens de coopération et d'amitié qui existent entre les deux pays. Nous parlons à présent des inscriptions pour l'obtention des cartes d'identité biométrique CEDEAO à Kolda. Les opérations se déroulent dans les règles de l'art. La région dispose actuellement de 4 commissions et parvient à enrôler plus de 200 personnes par jour. À la préfecture de Kolda, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des inscriptions qui vont de 8h à minuit. Le point avec Abdoulaziz Ban. La préfecture de Kolda est le siège de l'une des 4 commissions que compte le département. Chaque jour, elle est prise d'assaut par les populations qui viennent s'inscrire pour l'obtention des cartes d'identité biométriques de la CEDEAO. Tous les matins, à 5h30, 6h moins le quart, on commence l'inscription à la porte. Nous prenons 75 dans la matinée, 75 dans la soirée, ce qui fait aux environs de 150. Nous les complétons par le 3e âge, les anciens militaires et les femmes enceintes. Il y a une commission mixte donc, qui permet à la commission de la préfecture de fonctionner jusqu'à minuit. Donc chaque jour, les commissions fonctionnent jusqu'à minuit, à raison de 200, voire jusqu'à 240 souvent par jour. C'est vraiment la mobilité qui est utilisée. À Kolda, l'inscription pour l'obtention des cartes d'identité est devenue l'affaire de tous, cause pour laquelle ces hommes et femmes se lèvent très tôt le matin pour venir s'inscrire. La pièce d'identité est d'une grande importance. Notre déplacement en vaut la peine, c'est pourquoi nous venons ici vers 4h ou 5h du matin. 4h du matin, 5h du matin. Obtenir la carte d'identité, il n'y a rien de plus légitime. Nous ne regrettons vraiment pas d'être là. Je demande aux autres de faire comme nous. Ici, les inscriptions se passent normalement. Un plan de travail est mis en place, ce qui permet d'enrôler le maximum de personnes. Tout est au point, au plan matériel, tout est au point. Nous démarrons à 60-70 par jour. Maintenant, nous sommes à 200 et quelques par jour. Cela veut dire que l'équipe est enrôlée. Mais c'est au fur et à mesure que les choses avancent, et bien que les gens s'inspirent et puis progressent effectivement au plan organisationnel. Ce que nous faisons au niveau, par exemple, de la commission de la préfecture, c'est que ceux qui doivent passer durant la semaine sont choisis depuis le lundi. Donc depuis le lundi, on constitue des lots de 200 à 250 personnes qui passeront jusqu'au samedi.
Déjà, les statistiques parlent d'elles-mêmes. À l'heure actuelle, plus de 20 000 personnes ont été enrôlées dans le département de Kolda. Un chiffre qui va être revu à la hausse, surtout avec l'engouement que suscitent ces inscriptions. Attention sur les denrées de consommation courante. Le marché devrait sous peu retrouver la stabilité selon Ousmane Baye. Le directeur du commerce intérieur rassure et décline les mesures prises pour un retour à la normale. Il est l'invité de l'émission Le Point. Nous attendons pratiquement plus de 100 000 tonnes en fin février, voire début mars. Et avec cette nouvelle offre, nous pensons que nous allons très rapidement retourner vers une stabilité du marché du riz. Alors, pour l'huile, la situation est un peu différente, parce que nous importons pratiquement 150 000 tonnes d'huile. C'est soit d'huile de palme, oléine de palme, mais que nous appelons communément huile de palme, mais également des huiles de soja et de tournesol. Alors, c'est des produits que nous importons totalement. Il s'est trouvé que le marché des huiles a connu ces derniers temps quelques agissements en termes de montée du cours. Et ce niveau d'augmentation du cours mondial des huiles, de toutes les huiles, quand même aujourd'hui préoccupe plus d'un. Si nous prenons les huiles de soja et de tournesol, c'est autour de 25%. Et si nous prenons l'huile de palme, en fait pour laquelle nous consommons pratiquement 70%, en tout cas qui constitue 70% des importations, cette huile de palme connaît aujourd'hui un niveau d'augmentation de l'ordre de 40%. Donc vous voyez que en fait, ce niveau d'augmentation ne peut pas ne pas impacter les prix. Mais pour autant, nous sommes en train de travailler sur, en tout cas, l'augmentation de l'offre communautaire, parce que parmi ces huiles de palme, il y a une bonne partie qui nous provient de la sous-région, notamment du Ghana, de la Côte d'Ivoire et dans une moindre mesure du Togo. Et cette huile communautaire aujourd'hui bénéficie de préférences en application du tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui fait qu'aujourd'hui cette huile est exemptée de droits de douane. Donc cette offre communautaire, malgré que le cours a augmenté au niveau international, pourra contribuer à atténuer, n'est-ce pas, les prix. Sur les tensions notées ces derniers temps sur le marché du sucre, de l'huile et du riz, c'est à suivre après ce journal. Peut-on rester toute une journée sans son téléphone portable? Une question à laquelle il est difficile de répondre. De nombreux utilisateurs estiment qu'il leur est impossible de se départir de cet appareil. Cet outil de communication offre de nombreux avantages, mais les inconvénients ne manquent pas. C'est le constat dans ce reportage de Aminata Ndengfal. Le téléphone portable, cet outil de communication, est devenu indispensable. Certains utilisateurs pensent qu'il est quasi impossible de rester toute une journée sans. Pour moi, c'est impossible de sortir sans mon téléphone. Parce qu'à tout moment, on peut vouloir me joindre et tout, et là, c'est bénéfique en fait. Non, je ne m'imagine pas sans mon téléphone portable. Il y a la famille qui est à la maison, des fois qui m'appellent. Il y a mes collègues de service, mes amis et tant d'autres. Donc, c'est indispensable. Avec les nouvelles technologies de communication, l'utilité du téléphone portable n'est plus à démontrer. Il nous offre de nombreuses opportunités. On est devenu mariés avec les téléphones portables, bien sûr. On ne peut pas les quitter, vous voyez. Il m'est une fois arrivé de perdre mon téléphone portable une journée, mais bon, j'ai perdu beaucoup d'argent sur ça. Parce que beaucoup de clients m'ont appelé. J'ai pas pu faire mes transactions, j'ai pas pu travailler correctement. Comme moi, je suis dans le milieu du transit. Vous voyez, tous mes clients cherchaient à me joindre. Bon, ça m'a causé un grand préjudice. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à parler d'addiction au téléphone portable et cela est à l'origine de beaucoup de problèmes. Ça a gâché beaucoup de mariages quand même. Oui, avec le téléphone, parce qu'il y a des gens, quelqu'un qui descend, au lieu de s'occuper de sa femme, il est tout le temps sur le téléphone. Donc des fois, la femme se fâche, ou bien l'homme se fâche, donc il y a problème. Toute la nuit, ça cause la jalousie. Il faut laisser le téléphone portable et s'occuper de madame. Le téléphone portable peut briser un ménage ou encore, paradoxe, créer un manque de communication au sein de la famille. C'est vrai, mais moi je ne suis pas dans les réseaux sociaux, donc cela ne pose pas de problème à mon niveau. Difficile aujourd'hui de se départir de son téléphone portable, mais il faudrait en faire bon usage pour ne pas être confronté à des problèmes de santé.
Les accidents de la route seraient-ils favorisés par le non-respect du code de la route? Après les chocs et leurs dégâts, notamment dans le transport en commun, nombreux sont ceux qui se posent cette question. Les chauffeurs de car rapide Ndiagandiaï, de bus, ont-ils réellement un permis de conduire? Ce soir, dans la série que nous vous proposerons sur les accidents de la circulation, nous parlons de la délivrance de ce diplôme dont on semble faire fi de son importance. Cher Bamagay. Sur les routes du Sénégal, par ces temps qui courent, de nombreux cas d'accidents sont notés. Le constat est malheureux avec très souvent des bilans lourds. Une loi des séries qui est en train de s'imposer malheureusement et qui de plus en plus est perçue comme une fatalité, surtout dans le domaine du transport en commun. Mais ces chauffeurs impliqués ont-ils reçu une bonne formation? Ont-ils bien acquis leur permis de conduire? Autant de questions. L'obtention de ce diplôme qui permet de conduire s'est-elle déroulée dans les règles de l'art? Celui qui détient son permis de conduire et qui conduit mal, je peux faire mon jugement personnel, dire que ce permis n'est pas valable, puisqu'il ne l'a pas eu dans les règles de l'art. Puisqu'on ne peut pas avoir un diplôme et ne pas savoir l'exercer. Pour avoir ce permis D-là, d'abord, il y a l'âge qui est fixé à 25 ans. Il faut avoir 25 ans et avoir le permis B. 1 an déjà d'expérience de permis B pour prétendre avoir le permis D. Nous sommes au service des mines de la direction des transports terrestres. C'est là où sont confectionnés et délivrés les permis de conduire. Ils sont des centaines qui passent entre les mains de ces agents tous les jours. Un travail fastidieux qui requiert une bonne maîtrise eu égard aux différents types de permis de conduire. Ce monsieur est chauffeur de transport en commun depuis 26 ans. Pour lui, le document qu'il vient de renouveler est une pièce essentielle, voire vitale pour ce métier qu'il exerce. Les dangers qu'il y a dans le transport en commun, tu vois des gens qui ont déjà le permis, mais ils ne savent pas conduire. Ils savent conduire en ville, mais dès qu'ils sortent en campagne, ils font des accidents. Il faut connaître les règles de priorité. C'est ça notre problème au Sénégal. Tu dis, les chauffeurs, tu dis, non, vous me le faites comme faut, tu vas voir. Parce qu'ils ne connaissent pas le code. Mais à côté de ces vrais permis de conduire, il existe un réseau de faussaires qui en fabriquent des faux. Outre ce problème, il y a celui également des intermédiaires qui facilitent l'obtention du permis. Une situation qui mobilise les acteurs et les autorités pour lutter contre ce problème. La police fait un travail extraordinaire comme la gendarmerie, et ils traquent les gens, parfois ils prennent des gens que je ne connais même pas. Je connais bien très bien que disent que leur permis, c'est de la fraude. Ça, j'ai assisté plusieurs fois. Donc, il y a des permis en fraude en circulation. On le dit, il y a beaucoup de documents frauduleux qui circulent à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Vous n'êtes sans savoir que, de par les conventions qu'on a signées avec certains pays, il y a une convertibilité de permis de conduire sénégalais à un permis étranger. Le centre médico-social de Dakar est un passage obligé pour ceux qui vont passer l'examen du permis. Ici, ils sont soumis à un contrôle de la visibilité et autres tests pour obtenir le certificat médical. Chaque matin, le médecin-chef du centre signe un lot destiné aux candidats. Il est obligatoire pour toute personne qui désire disposer d'un permis de conduire de passer ici au centre médico-social pour disposer d'un certificat médical d'aptitude à ce permis de conduire, que ce soit pour une première obtention ou pour un renouvellement. Le passage ici est obligatoire. L'âge, c'est à partir de 18 ans. Aujourd'hui, l'importance de disposer de ce document n'est plus à démontrer, puisqu'il renseigne sur beaucoup de choses. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui ont soit des problèmes de cataracte, qui ont des affections oculaires, qui, en tout cas, devraient être prises en charge avant que ces gens-là puissent disposer d'un permis de conduire. Le permis de conduire ne doit pas être livré à n'importe qui. On regarde la vision, ce qui est bon, et ensuite vous amenez 2000 francs et une photo d'identité. L'obtention du permis D qui permet de faire du transport en commun n'est pas une sinécure. Nous sommes derrière le stade Léopold Sédar Senghor. Les candidats sont mis à l'épreuve. Exercice de créneau ce matin. Il suffit juste d'aligner ce poids lourd correctement sans toucher les obstacles de devant et de derrière. Dès que vous touchez l'obstacle, que ce soit devant ou derrière, vous êtes tombé. Et vous êtes ajourné pour un mois. Rien ne peut vous remettre en cause pour revenir dans une semaine ou 2 semaines. Il faut impérativement l'élève
Attends jusqu'à 1 mois ferme. Il revient maintenant pour faire d'autres séances de conduite. Accident c'est parce que les chauffeurs ne maîtrisent pas. Il y a beaucoup d'accidents sur nos routes. Cela veut dire que les chauffeurs sont impliqués. Ils ne respectent pas du tout le code de la route. Pour que tu concentrer au moins code de la route. Et pour rendre l'acquisition du permis sérieuse, la direction des transports terrestres arrive avec une innovation, la mise en place du permis à points qui sera un permis numérisé et qui va régler beaucoup de problèmes à la fois, eu égard à son caractère dissuasif. Certaines infractions que gère cette commission-là sont transcrites en termes de points. On a travaillé avec la police et la gendarmerie pour identifier les infractions les plus courantes pour les mettre dans le permis en termes de points. Le permis à points sera fonctionnel sous peu de temps. Il y aura plus de falsification, il y aura plus d'intermédiaires et même en phase de négociation de contrat. Si tout se passe normalement, on compte signer le contrat d'ici le 15 février avec le concessionnaire qui a gagné. Et une fois le contrat signé, le prestataire a 6 mois pour mettre en place tout le système. Face aux nombreux cas d'accidents, donc, les acteurs et les autorités se concertent pour juguler le mal en mettant en place une batterie de mesures dont la plus en vue sera certainement l'instauration du permis à points qui sera un permis numérisé pour éliminer tout ce qui est de la falsification. Des réformes pour sauver des vies, pour ne plus subir cette fatalité déconcertante qui éloigne les personnes, parce que le transport permet d'abord de rapprocher les individus. Et puis ce constat, les conséquences sont souvent graves après les accidents. Bon nombre de Sénégalais se sont retrouvés à l'hôpital et parfois dans le coma après avoir tranquillement quitté leur maison. Avec la plupart du temps des traumatismes à vie. C'est le cas au centre hospitalier régional de Thiès où les victimes sont légion à tel point qu'il y a un espace dénommé Couloir Jakarta. C'est le sujet de la rubrique Santé avec Oumou Baldé. Hôpital régional El Hadji Sakhir Ndiéguène de Thiès, nous sommes au couloir Jakarta. Du moins, c'est ainsi que l'appellent les populations du fait du nombre important de victimes d'accidents de moto Jakarta qui y sont admises. Elles y sont majoritaires, tout comme les autres victimes d'accidents de la circulation. Du fait d'un accident de voiture, je suis resté une semaine dans le coma. J'ai les 2 jambes fracturées. 3 personnes y ont laissé la vie. Il faut reconnaître que la plupart des accidents sont causés par les automobilistes. Il y en a parmi eux qui jouent au volant. Ce patient a espoir de retrouver l'usage de ses jambes. C'est le moindre mal par rapport à d'autres conséquences graves qui découlent d'un accident. Toutes les parties du corps peuvent être atteintes dans ces traumatismes-là, à partir de la tête jusqu'aux pieds. Ça fait basculer la vie, parce que vous pouvez vous lever le matin, aller travailler, et avoir un accident et vous retrouver paralysé pour le reste de la vie, en 2 secondes. Donc effectivement, la prise en charge rapide permet d'éviter surtout certaines complications qui peuvent engager le pronostic fonctionnel et des fois le pronostic vital des patients. Ce qui fait que la prise en charge nécessite parfois l'intervention de plusieurs spécialistes. Il n'y a pas que les orthopédistes, non. Parce qu'il y a les neurochirurgiens qui interviennent également, il y a les réanimateurs, les anesthésistes-réanimateurs, hyper important, mais il y a également le chirurgien viscéral qui peut intervenir. Parce qu'on peut faire un accident, avoir effectivement des fractures, d'accord, mais on peut avoir des lésions viscérales, c'est-à-dire des lésions au niveau de l'abdomen. Et là, c'est le chirurgien viscéral qui va intervenir. Donc, il faut toutes ces spécialités-là sur place pour pouvoir prendre en charge correctement les malades accidentés, surtout dans le cas d'un polytraumatisme. Quand on parle de polytraumatisme, c'est un patient qui a plusieurs lésions qui sont susceptibles de l'emporter, de le tuer. Si cette structure a fait l'effort de réunir tous ces services, c'est surtout du fait de la position géographique de Thiès. Thiès est un carrefour et je pense qu'il y a beaucoup de routes qui vont à l'intérieur du pays, qui convergent vers Thiès. Et cette situation aussi explique quand même le risque d'accident qui est très élevé au niveau de la région de Thiès. Et en plus de cette situation aussi, il y a la situation des Jakarta, qui est un phénomène qui s'accentue et qui nous cause beaucoup de problèmes. Et là, peut-être que ce sera nécessaire, qu'il y ait un programme un peu de sensibilisation. C'est des accidents très difficiles
et qui sont à l'origine de beaucoup de traumatismes crâniens. Et c'est une situation extrêmement difficile et qui pose beaucoup de problèmes à l'hôpital régional de Thiès. Nous prenons en charge des situations aussi qui nous sont référées des régions de Kaolack ou de Diourbel et Louga pour des besoins de compléments de diagnostic, pour une meilleure prise en charge, parce que souvent il y a des structures qui ne disposent pas de services de neurochirurgie. À noter que la promptitude dans la prise en charge est déterminante dans la plupart des cas d'accident, même si la bataille se gagne sur les routes. La prudence et la conduite responsable ne seront jamais de trop pour freiner l'hécatombe. Demain, nous poursuivons la série sur les accidents de la route au Sénégal. Le gouvernement gambien comptera bien 18 ministres comme prévu initialement. En effet, 7 autres membres compléteront les 11 qui ont déjà pris fonction. La précision nous a été faite par le président Adama Barrow dans un entretien exclusif à Banjul avec la télévision nationale sénégalaise en langue wolof. Synthèse des propos du président gambien avec notre envoyé spécial à Banjul, Amadou Mbaïdoum. C'est à l'issue de la prestation de serment du 11e ministre du gouvernement, celui de la justice, près d'une semaine après celle des premiers, que le président Adama Barrow nous a fait cette précision. Pourquoi un tel décalage? Le ministre concerné, fonctionnaire international en poste en Tanzanie, se devait d'abord de se libérer vis-à-vis de son employeur avant de regagner le pays, a répondu le chef de l'État gambien. Puis, les 7 ministères qui restent à pourvoir, pour Adama Barrow, ils seront tous des technocrates chevronnés rompus à la tâche, ce qui évidemment sous-entend que les ministres déjà en place sont tous issus de la coalition politique qui a parrainé sa candidature à la présidence de la République. Parlant de ces chantiers auxquels son gouvernement doit faire face, Adama Barrow ne fait pas de mystère. Il y a surtout l'économie du pays qu'il faut remettre sur les rails et la demande sociale à satisfaire. wàllu koom-koom foofu la ñoo jublu fu mu nekk ni pour mun a suqali réew mi koom-koom mun a am nit ñi mun a continuer di liggéey. Dans ce cadre, il compte sur le soutien de la communauté internationale dont il a reçu ce mercredi tous les membres du corps diplomatique accrédités à Banjul pour leur faire l'état des lieux et ce qu'ils attendaient de leurs pays respectifs. Sur l'inévitable question de l'avenir des relations entre le Sénégal et la Gambie sous son magistère, le président Adama Barrow n'a pas été avare en remerciements au président Macky Sall, qui a joué selon lui un rôle éminemment déterminant dans le dénouement de la crise gambienne. Pour lui, les relations entre Banjul et Dakar sont désormais promises à un bel avenir. Sénégal suñu dëkkandoo la daanaka benn dëkk bi la bu ma jógee fii tam Sénégal laa nekkoon ma dem si suma mag nga xam ne mooy président Sénégal Macky Sall mu jàppale ñu ba ñu ñëwaat jël dëkk bi moom mu ngi taxaw bu baax di waxtaan ak yeneen dëkk yi European Union ak World Bank pour ñu jàppale fii def na si ay waxtaan yu bari kon mu ngi mel ni am na fu dëgër fu mu ñu feetu. Concernant la coupe illicite de bois des forêts casamançaises à destination de la Gambie, une question qu'il n'a pas du tout éludée, il a reconnu que les choses doivent rentrer dans l'ordre. Autrement dit, de concert avec les autorités sénégalaises, il se penchera sur cette problématique qui, comme on le sait, menace dangereusement l'environnement dans les régions sénégalaises frontalières avec la Gambie. Le président gambien Adama Barrow a par ailleurs reçu mardi en fin d'après-midi le chef d'état-major de l'armée nationale sénégalaise. Le général de corps d'armée Cheikh Gueye était à Banjul pour une visite au contingent sénégalais de la force de la CEDEAO. Nous retrouvons notre envoyé spécial Amadou Mbaïdoum. Pour accueillir le chef d'état-major général des armées sénégalaises, le professeur Salou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Gambie,
a tenu à être présent à l'aéroport de Yundum aux côtés du général François Ndiaye, commandant de la force de la CEDEAO, avec les membres de son état-major mixte et des responsables militaires gambiens. Cette visite du chef d'état-major général des armées sénégalaises en Gambie n'est pas, à proprement parler, une visite exceptionnelle, inédite. En effet, dans la tradition de nos armées, les chefs d'état-major qui se sont successivement succédés au quartier d'El Diop de Dakar ont toujours visité les contingents sénégalais déployés à l'extérieur sur différents théâtres d'opération, qu'il s'agisse de missions sous la bannière des Nations Unies, du continent africain ou d'organisations sous-régionales comme la CEDEAO, ce qui est le cas en ce moment. Cependant, cette visite du général Gueye était opportune pour au moins deux raisons. La première, pour constater de visu les conditions de travail de ses compatriotes militaires, d'autant que jusqu'à présent, c'est le Sénégal, sans soutien de partenaires africains ou internationaux, qui assure sur ressources propres tout le soutien des militaires sénégalais en Gambie qui, c'est un constat avéré, jouissent d'une totale autonomie en moyens jusqu'à la fabrication quotidienne de pain servi pour les repas et les toilettes de campagne installées dans le cantonnement. Enfin, la visite du général de corps d'armée Cheikh Gueye est aussi pour lui une occasion de remonter le moral de la troupe. Ce qu'il n'a pas manqué du reste de le faire, sur ce plan précis, en transmettant aux soldats sénégalais les félicitations du président Macky Sall, qui, rappelons-le, a réaffirmé lors de la cérémonie de levée des couleurs lundi dernier au Palais de la République à Dakar, tout son soutien au Djambar. Toutes les félicitations du président de la République en tant que chef suprême des armées. Vous êtes la fierté de la nation, vous l'avez prouvé pendant cette mission-là. Par conséquent, c'est important de vous dire ce que la population pense, ce que le chef suprême des armées pense sur vous, c'est la satisfaction totale. Le général Gueye et sa suite, dont le colonel Ada Koundoul, attaché de défense à l'ambassade du Sénégal en Gambie, ont après effectué une visite de courtoisie auprès du président Adama Barrow. Une rencontre de près d'un tour d'horloge à huis clos qui a certainement permis aux deux parties d'échanger sur certaines questions relatives d'abord à la composante sénégalaise de la CEDEAO et peut-être à la durée de la présence de l'ECOMIC en Gambie. Autre acte de la visite, au pas de charge en Gambie du chef d'état-major général des armées, presque en début de soirée, sa rencontre avec le détachement des parachutistes déployés à Sanyang et celui des blindés présents à Birkama. Enfin, bien avant tout cela, le général Cheikh Gueye s'est d'abord rendu à l'état-major des forces armées gambiennes où, en l'absence de son chef, retenu par le président Adama Barrow, a reçu les honneurs de son second. La plateforme de service Wari rachète la filiale Tigo au Sénégal. Cours de la transaction, Wari ne veut pas y communiquer, mais l'on parle de près de 80 milliards de francs CFA. Cette opération est l'une des plus grandes réussites des entreprises nationales, surtout dans un secteur encore largement dominé par les multinationales. Mamadou Samamba. C'est une plateforme de services pour les Africains, par les Africains, et ça permet aux gens d'avoir accès à tout type de services sans avoir à changer leur environnement, sans avoir à bouger de chez eux. Le Sénégalais rachète l'Américain. Wari s'offre la filiale sénégalaise de Tigo pour 80 milliards de francs CFA. Champion jusque-là dans le domaine des plateformes digitales de services, de paiement mobile, de transfert d'argent entre autres, Wari passe super champion. Spécialiste de services financiers, l'entreprise du Sénégalais Kabirou Mbodj avait besoin de s'appuyer sur la téléphonie mobile. C'est maintenant le cas. Une synergie qui, selon les parties prenantes, va conduire à la naissance d'un opérateur global plus fort, c'est-à-dire maître du contenant et du contenu. Ce qui, en perspective, donnera plus de santé financière, plus de développement et naturellement plus d'emplois. 600 pour le moment, mais aussi pour une meilleure qualité de service pour les populations.
Le mérite de Wari, c'est également de s'investir dans le marché du net, de la téléphonie mobile, des e-services, secteur clé, voire incontournable du développement socio-économique et jusque-là monopolisé ou contrôlé par des multinationales. Preuve que l'environnement des